Aujourd'hui, gouvernance, gouvernance, gouvernance. J'ai la chance de recevoir Jean-François Henry, qui est le directeur pédagogique, entre autres, parce qu'il y a d'autres titres, là, mais entre autres directeur pédagogique au Collège des administrateurs de société. Bonjour Jean-François. Salut Stéphane, bonjour tout le monde. Oui, je vais te laisser présenter le collège, un peu la démarche de l'étude, puis après ça, partir avec ta présentation, puis moi, je vais intervenir. Deux petits éléments. La présentation qu'on fait aujourd'hui, elle est enregistrée, va être disponible sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez l'écouter avec vos conseils d'administration par la suite. OK, première étape. Deuxièmement, la présentation de Jean-François ne sera pas disponible. Par contre, on va vous donner le lien de téléchargement pour l'étude complète sur les pages du site Internet du Collège des administrateurs. Donc, vous allez pouvoir aller chercher l'information de la source primaire. Et je ne peux pas ne pas remercier les 289 OBNL qui ont participé, qui venaient de notre réseau, là. Merci à ceux qui l'ont fait. Félicitations à ceux qui ont pris le temps de le faire. Ça amène les discussions qu'on va avoir ce matin. Puis je pense que c'est important de vous remercier et de souligner le fait que vous avez participé quand même en grand nombre. Jean-François, à toi l'honneur. Merci beaucoup Stéphane. Donc, ben voilà, bon matin tout le monde. Bien content d'être en ligne avec vous aujourd'hui par ce beau vendredi matin ensoleillé, légèrement froid, mais bon. Euh, ben oui, effectivement, ce matin, quelques faits saillants de notre étude annuelle. En fait, le Collège des administrateurs de société, une organisation qui a eu 20 ans cette année, l'an passé en fait, qui en fait, en gros, notre mission, c'est de former et d'élever les compétences en gouvernance dans tous les secteurs d'affaires, notamment les OBNL, mais également n'importe quel autre contexte, également coopérative, société d'État, etc. Et ben, dans le cadre de nos activités, ben oui, on a des programmes de formation spécifiques, un titre qui est le titre ASC, le titre d'administrateur de société certifié, mais également une branche qui est du développement de contenu et des pratiques. Et dans ce cadre-là, ben, on fait maintenant depuis 4 ans une enquête annuelle, justement, qui fait un peu une grande observation des pratiques de gouvernance au Québec. Et pas pour dire que, parce que ça se fait partout, que c'est ça qu'on doit faire, mais il y a quand même matière à réflexion sur d'autres pratiques ailleurs, comment c'est fait, dans quel contexte, et on peut apprendre de ça beaucoup. Alors ce matin, on a justement un petit peu de temps pour jaser de quelques-uns de ces faits saillants-là. Et sentez-vous bien à l'aise si vous avez des interrogations, des éléments en cours de route. Je pense, Stéphane, le chat est l'outil Ouais, de ouais. prédilection pour, je pense, dans votre format. Donc, je ne pas à tout moment. Donc oui, merci à Stéphane et Espace OBNL. C'est un de nos partenaires qui fait en sorte que justement on peut diffuser l'enquête à grand déploiement. Et je vais juste prendre quelques instants parce qu'effectivement, le rapport qui est public, gratuit, disponible, est beaucoup plus évidemment exhaustif que ce qu'on va parler ce matin. Ce que vous allez retrouver là-dedans, puis prenez-le vraiment comme un outil de comparaison ou un outil d'étalonnage si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qui se fait dans d'autres types d'organisations similaires à la vôtre notamment. On a tout un bloc qui touche le fonctionnement du conseil d'administration. Donc, tous les enjeux là, de composition, tout le cycle de vie de l'administrateur. Hein. À partir du moment où on l'accueille, en fait, on le recrute, on l'accueille, à un certain moment, on le forme peut-être, et à un certain moment, ben, il doit quitter s'il y a lieu. Donc, tout ce cycle-là, on a les comités, l'évaluation du conseil, la culture du conseil. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. On a un deuxième bloc, une deuxième partie qui est toujours sur les préoccupations du conseil d'administration. Qu'est-ce qui est d'intérêt? Et là, notamment, annuellement, on va mesurer l'espèce de le radar des risques. Qu'est-ce qui est dans le radar de risque des conseils d'administration? Et on a des thèmes vedettes, je dirais, qui viennent s'ajouter d'année en année. Donc, cette année, nos thèmes vedettes, c'est la gouvernance de crise, donc vraiment la gestion de crise, et puis les enjeux de productivité. Donc, ça, on va revenir tantôt sur ces éléments-là. Peut-être, Jean-François, Oui. l'année passée, c'était sur l'intelligence artificielle et le deuxième sujet, C'était euh, les intérêts collectifs dans ouais, l'optique, là, c'est ça, justement, exactement. des parties prenantes élargies. On a eu par le passé l'innovation, la culture, la cybersécurité, tous des thèmes, je dirais, contemporains. Point de vue. Et puis, ben, le troisième bloc, c'est sur la performance du conseil. Puis je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Et sachez que ce que on vous présente ce matin, c'est vraiment une extraction ciblée pour les OBNL. Donc, Stéphane le disait tantôt,
50% de nos participants au BNL sont via le réseau Espace au BNL. Mais globalement, ce que je parle ce matin, c'est pratiquement 580 réseaux BNL. Euh, Puis si jamais vous avez besoin de ventiler encore un peu plus, puis je parle ventiler les résultats, pas ventiler vos émotions, ventiler en termes de secteur, on le coupe aussi pour les petites organisations, les moyennes, les grandes. Ça, des fois aussi, ça permet un petit peu de contextualiser. Bref, lançons-nous avec juste un petit mot d'entrée de jeu sur cette idée de performance et d'efficacité du conseil d'administration, qui peut des fois faire sourciller parce qu'on a l'impression que un conseil va être bénévole, il ne devrait pas avoir d'idée de performance. C'est pas performance dans le sens d'en faire toujours plus, mais plutôt d'être en mesure de bien répondre à nos rôles et responsabilités en tant que membre de conseil d'administration, mais aussi au point de vue juridique purement, nos devoirs et nos responsabilités. Nos obligations aussi. Exactement. Donc, au collège, on aime bien positionner la performance ou l'efficacité d'un conseil avec l'idée d'être ambidextre. Vous savez, ambidextre, hein, on est droitier, gaucher, les sportifs, hein, on lance de la gauche, on lance de la droite. Bon. Mais dans le contexte de la gouvernance, c'est aussi vrai. On va dire que c'est cette capacité à être être à la fois, je dirais, chaud et froid. Donc, pas tiède. Tiède, c'est la résultante. Ce qu'on cherche, c'est d'être à la fois chaud et à la fois froid. Puis de trouver une façon de faire cohabiter ça. Ça, c'est les zones tout le temps un peu grises quand on est au conseil d'administration. Et nous, ben, on le traduit ultimement en disant que le grand défi quand on est au conseil d'administration, c'est qu'on gouverne l'organisation. Donc, on essaie d'aider l'organisation à être plus efficace, à atteindre sa mission, avoir des impacts dans la collectivité. Donc, oui, gouverner. Mais en même temps, le conseil d'administration, c'est c'est la dernière entité de la boucle. Donc, se gouverner soi-même, comme conseil d'administration, comme groupe, pour avoir une certaine cohésion, une certaine efficacité. Donc, gouverner et se gouverner. Et ça, ben, puis j'en parlerai tout à l'heure, ça se traduit par plein de trucs qu'on doit équilibrer, là, plein d'eau chaude puis d'eau froide en même temps. Quand on les met tout ensemble pour faire une espèce d'indice de performance, jusqu'à quel point on est ambidextre, ben, entre 0%, on ne l'est pas pantoute. À 100%, c'est la totale, on l'est extraordinaire. Ben, les OBNL au Québec sont à 63% environ. Donc, c'est bon, on passe la note de passage, mais en même temps, on voit qu'il y a certaines zones d'amélioration potentielle, puis c'est des choses qu'on va parler là dans les prochaines minutes. Donc, quand on regarde les zones où ça va particulièrement bien, disons, les zones satisfaisantes des conseils d'administration d'OBNL au Québec, il y a trois zones, notamment, quatre zones en fait, qui se démarquent particulièrement pour un score cumulé là, d'à peu près 72%. Mettons, on a une note de bulletin. Euh, Respecter donc être le gardien de la conformité réglementaire, ça va bien. D'avoir des discussions un petit peu plus au niveau stratégique, ça semble être quand même bien se déployer. Être particulièrement sensible aux enjeux d'éthique, aux enjeux réputationnels, ça, c'est des choses qui semblent être dans une zone quand même satisfaisante. Puis pas que c'est pas intéressant, mais je propose de surtout s'étendre sur certaines zones de vigilance pour aider nos conseils d'administration d'OBNL à être encore plus efficaces. Et il y a trois zones, je dirais, de vigilance pour lesquelles je vais maintenant que je vais aborder, qui ont ensemble une note de bulletin de 56%. Donc, il reste quand même de la zone de la marge de manœuvre. Donc, on va parler de gestion des risques au conseil d'administration, de la relève du DG, du ou de la DG, et également gestion de crise, qui, ça tombe bien, est notre thème vedette cette année. Je vais répondre ça par un, puis après ça, on va continuer en croisant là, certaines idées pour stimuler la réflexion, puis amener justement des éléments de bonification potentielle dans votre gouvernance. Donc, si on commence par les deux premiers, gestion de risque et relève du ou de la DG. On voit, hein, 57, 51%. Euh, donc, il y a des trucs qu'on peut améliorer. Donc, commençons avec cette idée de risque. Tantôt, je vous disais être ambidex, hein, c'est équilibrer le chaud et le froid. Mais quand on parle de risque au conseil d'administration, avoir une posture d'être prudent par rapport au risque, c'est super important. Absolument. Mais en même temps, le conseil d'administration devrait
l'équilibrer aussi, cette posture de risque-là, avec une posture également d'être, on va dire, en création de valeur. Création de valeur, pas dans le sens de faire de l'argent. Création de valeur dans le sens de s'améliorer, développer un peu plus notre organisation, trouver des moyens d'être plus efficaces, de mieux utiliser nos ressources. Donc, cette idée de développement, de créer, ce qui va aller pas en opposition, mais en complémentarité avec être prudent, s'assurer qu'on est correct, mais en même temps, penser aussi en termes de développement. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à peu près 60% des conseils d'administration d'OBNL qui sont un peu déséquilibrés d'un bord ou de l'autre. Soit qui sont trop dans les risques, et ça, c'est 40% des conseils d'administration. Donc, beaucoup plus dans une posture prudente et moins dans une posture de création de valeur. L'inverse est aussi vrai, on en a 20% qui oublient les risques, qui est une posture quand même dangereuse. On développe, on développe, on développe, mais oups, on ne regarde pas nos angles morts tout le temps là, avant de changer de voie. C'est que là, tout de suite là, peut-être vous vous dites, ben, c'est quoi le problème? S'il y a 40% qui sont trop dans les risques, ça veut dire qu'on doit sûrement pas être en problématique au niveau de la gestion de risque. On en fait, mais peut-être un peu trop. Je le dirais pas comme ça. Euh, En fait, l'espèce de paradoxe qu'on va voir, c'est que il semble avoir des risques un peu plus chouchous. Donc, des risques qui se démarquent, sur lesquels on met beaucoup d'attention, au détriment d'autres. Donc, quand on regarde les risques chouchous, donc le top 5 des risques chouchous des OBNL au Québec, ben, en première ligne, hein, le tout premier, les risques au niveau du financement de la subvention. On va dire de se faire couper nos subventions ou d'avoir moins de financement. Ce qui est tout de suite paradoxal parce que bien que c'est un risque important, ça ne semble pas toujours non plus être un sujet qui est abordé activement dans les discussions du Conseil ou même se retrouver formellement à l'ordre du jour. On en parlait tantôt avec Stéphane avant de commencer. Euh, mais c'est quand même un risque important qui est décelé, qu'on est bien conscient, tout comme le risque au niveau des ressources humaines. Donc, recrutement et rétention, garder notre monde, en trouver puis les garder. Donc, c'est sûr que c'est des risques importants. Contexte économique, évidemment, va faire en sorte que ça va influencer les capacités des donateurs ou des bailleurs de fonds potentiels, gouvernements et autres, et les lois à travers ça. On remarque tout de suite que ces risques-là, chouchous, sont chouchous parce que, un, c'était les mêmes l'année passée. Donc, c'était le même classement l'année passée, puis l'autre d'année d'avant aussi. Mais regardez, ils sont quand même, somme toute, assez ciblés sur l'organisation avec des impacts quand même assez immédiats. Tu sais, le financement, demain matin, si on n'a plus, on est mal pris. Les employés ne sont pas là, on est mal pris. Puis c'est bien correct, il faut s'attarder à ça. Bon, là, tout de suite, je vais dire top 5, il y en a juste 4 à l'écran, ça balance pas, ça marche pas. Ben, il y en a un cinquième que je gardais en réserve, qui est plutôt l'idée du cinquième qu'on ajoute, qui est un petit peu paradoxal. Le cinquième risque le plus important qui sort pour les OBNL, c'est le départ et la succession du DG, du ou de la DG. On vient juste de dire avant que par contre, dans l'efficacité du conseil à bien jouer ce rôle-là de préparer la relève du ou de la DG, on est aux alentours de 50%. Parce que comme si on disait, on est conscient du risque, On mais s'en occupe pas. on tarde à prendre action. Et ça, c'est une responsabilité importante du conseil d'administration. L'idée, quand on parle d'un plan de relève ou de plan de succession, c'est pas supposé être menaçant. C'est pas dans le sens qu'on veut changer le ou la DG. C'est vraiment pas ça. C'est plutôt de dire dans une optique de risque, si jamais il devait avoir un départ prématuré pour plein de raisons, qu'est-ce qu'on va faire comme organisation? Sommes-nous prêts à réagir ou si on va se faire prendre, les culottes à terre? Donc, dans une logique de succession et de relève au conseil d'administration, c'est d'être en amont, juste être prêt un peu par ailleurs. Donc, savoir un peu qu'est-ce qu'on chercherait comme personne, le profil, critère recherché, d'avoir déjà ça documenté, prêt à agir rapidement si on doit le faire. C'est d'avoir peut-être en tête aussi, est-ce qu'il y a une logique de renouvellement à l'interne? Est-ce qu'on a un numéro 2 ciblé dans certains cas qui pourrait être le prochain ou la prochaine? Ou est-ce qu'on risque d'aller plus vers l'externe? Et s'il y a lieu, où c'est qu'on va chercher? Où c'est qu'on va afficher? Où c'est qu'on va annoncer? Comment qu'on va s'y prendre si jamais on devait faire vite? Puis ça implique souvent d'avoir, juste de dire, bah, si demain matin, notre DG tombe malade puis il n'est plus fonctionnel, de façon intérimaire, qui fait quoi là? Demain matin, comment on se répartit les responsabilités? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est quelques personnes qui prennent différents chapeaux? Bref, qu'en est-il?
Puis même chose pour le processus. Processus de nomination. S'il faut l'activer, on va être prêt d'avance ou là, on va l'improviser la journée où ça va arriver. Donc, c'est un petit peu ça l'idée quand on dit d'une logique préventive au conseil d'administration, c'est de réfléchir à ça avant que ça arrive, puis de s'y préparer, tout simplement. Ça n'a pas besoin, on ne parle pas de quelque chose de bien, bien compliqué, mais juste d'avoir certaines balises déjà préétablies au point de départ. Donc, s'il y a des risques chouchous, ça veut dire qu'il y a des risques mal aimés. Donc, les risques mal aimés, c'est ceux qui attirent moins l'importance, ou enfin, attirent moins l'attention plutôt, des conseils d'administration. On en a quatre notamment. Euh, les enjeux de culture dans l'organisation, c'est pas quelque chose qui retient beaucoup l'attention du conseil. Souvent parce qu'on a l'impression que c'est diffus, c'est flou, c'est peut-être de l'interne, c'est pas à nous à s'occuper de ça. C'est pas à nous à changer la culture, bien évidemment, mais d'être sensible et de questionner la direction sur la dynamique de culture dans l'organisation. Ça peut amener quand même des discussions intéressantes puis des réflexions intéressantes. Même chose quand on parle d'évolution des marchés de la concurrence. On ne parle pas de la concurrence là, des compétiteurs, mais de voir ce que font d'autres OBNL. On voit des OBNL qui ont dû fermer, qui ont fermé leurs portes. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique quand même. Comment elles se distinguent, comment elles réussissent à prendre leur place dans l'écosystème des OBNL pour assurer une certaine pérennité. Donc, c'est d'intérêt pour le conseil de quand même rester attentif à ce qui se passe autour, dans d'autres OBNL, dans l'écosystème large. Donc, Jean-François, si je peux rajouter, Sûr. quand on commence de plus en plus à intégrer les principes de mutualisation, il faut regarder un peu comment on peut unir nos forces. Fait que il y a cette orientation-là de mutualisation, parce qu'on n'aura pas le choix à moyen par long terme si on se fait couper du financement, il faut qu'on travaille plus ensemble. Ben, il y a des éléments de gouvernance qui doivent, tant en termes de vigie qu'en termes d'orientation, là. Puis peut-être illustrer c'est quoi la culture, parce que c'est souvent incompris, là, c'est quoi la culture d'une organisation. Je vais vous donner un exemple très simple, là, l'embauche. Est-ce qu'on privilégie les talents à l'interne qu'on développe, ou si à chaque fois qu'il y a un poste, on va embaucher à l'externe? Ça, c'est un élément de culture qui devrait être discuté puis qui va avoir un impact sur la mobilisation puis sur les autres éléments de risque dont on a parlé tantôt, là. Absolument, Stéphane. Puis sur l'idée de la culture, à un moment donné, on en entendait parler dans les organisations sportives, la culture de la performance, c'est la performance à tout prix, qui amène des fois des décisions d'organisation puis des postures qui peuvent être pas celles qui seraient souhaitables ou souhaitées par le conseil d'administration. Puis on va un petit peu dans cette lignée-là. Et bien évidemment, il y a les enjeux aussi de transformation numérique, les éléments technologiques, on en parlait tantôt. C'est pas parce qu'on est un OBNL qu'on n'est pas touché par les éléments technologiques de cybersécurité. On est tous à risque, par ailleurs, d'une certaine façon, quand même, parce qu'on a des données nominatives, des données personnelles dans certains cas sur des clients, en fait, des bénéficiaires, des membres et autres. Et même l'intelligence artificielle, ça arrive partout. Dieu de voir ce qu'on est capable est-ce que ça va impacter un peu notre futur, nos façons de faire et même le besoin auquel on peut même répondre. Mais ces risques-là, en fait, sont un peu plus mal aimés parce que regardez, ils sont plutôt diffus, hein, sont pas aussi tangibles que les précédents. Puis l'impact est comme plus long terme, c'est différé, tu sais, c'est pas demain matin. Fait que un peu l'urgence des choses fait en sorte qu'on souvent va se concentrer sur où le feu peut prendre ou est déjà pris, puis c'est bien normal. Mais le conseil d'administration a dans sa vocation réelle d'être tu sais, un peu plus en recul aussi, d'avoir ce discernement-là, cette distance-là pour dire attention, ayons ce genre de discussion-là aussi au conseil d'administration et ultimement pour alimenter la direction. Avant ta prochaine slide, Oui, Jean-François, deux, trois petites questions qui oui, sont dans le vas-y. chat. Là, je veux juste revenir, entre autres pour Sophie, c'est quoi la différence entre financement, subvention et contexte économique? Dépendamment du type d'organisation que vous allez avoir, vous n'êtes pas tous financés par du financement public. Donc, c'est pas tout le monde qui est éligible aux subventions. Et la plupart du temps, ceux qui ne sont pas éligibles aux subventions vont vivre plus d'activités, de membership et de commandites. Le contexte économique va affecter les commandites et les dons. Ça affectera pas nécessairement le financement public. Je pense que c'est important. Puis le recrutement, la rétention, puis le départ, puis la succession du DG, bien, on a une équipe dans bien des cas. Fait qu'il faut adresser le tout en termes d'équipe. Puis il faut même, quand on commence à parler de capital humain au sens large, ben, c'est toute la dynamique des changements dans le milieu du bénévolat aussi qu'on doit adresser dans la vocation de recrutement et de rétention.
Pour la question de face au vent, je ne sais pas c'est qui, est-ce qu'il y a des ressources pour aider à la réflexion sur la culture organisationnelle? Il y a certaines activités qui sont mises de l'avant, mais il y a certaines réflexions à avoir sur comment on se définit. On va souvent les intégrer en début de planification stratégique. Je vais finir avec la question de Laetitia sur les difficultés de déléguer à l'interne. On est plus dans un volet de gestion et moins dans un volet de gouvernance à l'intérieur de ça parce que les processus de délégation sont plus formels quand on arrive au conseil d'administration, là, les politiques, les décisions au PV, etc. Fait qu'on est, on est sur deux dynamiques vraiment différentes. Je te laisse aller. Ouais. Puis si jamais il y a de l'appétit pour cette idée de culture organisationnelle dans Oui. une logique de conseil d'administration, vous irez voir sur le site du Collège d'administrateurs, on a un texte là-dessus, un outil de référence qui peut être Puis, d'intérêt. dans le Si, module 4 de la certification, il y a des activités qui rouvrent les yeux aussi par rapport à l'importance de la culture. Puis ça, moi, ça a été très instructif quand j'ai fait ma certification. vous pouvez vous envoyer le lien au besoin là, plus tard si ça vous intéresse. Un petit mot maintenant sur une autre zone de vigilance, qui est la zone de la gestion de crise. Donc, quand on a une crise qui arrive et qui survient dans l'organisation, ben, comment on gère tout ça, puis comment, comme conseil d'administration, on est plus ou moins impliqué, ou de quelle façon on se distingue ou pas. Note d'efficacité, on est en bas de 60%, 59%. Ça veut dire que de toute évidence, il y a des choses on peut aligner. Donc, quelques éléments de réflexion là-dessus. Probablement, on dit une crise. C'est sûr qu'une crise, ça n'arrive pas tous les jours, fort heureusement, mais c'est pas non plus une anomalie qui arrive à peu près une fois par vie. C'est des phénomènes qui sont de plus en plus, je dirais, entre guillemets, courants. En fait, c'est une organisation, donc une OBNL sur trois, hein, c'est quand même beaucoup, là. Une sur trois qui a eu une crise dans les 2 dernières années. Sans égard à la taille, là, les grandes, les petites, les moyennes. Fait que là, ça veut dire qu'une sur trois ou 2 ans, ça veut dire que le cycle, ça revient aux 6-7 ans, une crise, là. Ça peut être même avant ça s'il y a lieu. Donc, l'idée, c'est quand même d'être prêt d'une certaine façon pour pas être complètement mystifié si jamais quelque chose devait survenir. Et puis être Alors, capable de se relever. et se relever, continuer et justement puis opérer. Ce qui amène d'ailleurs le premier point, le premier constat, peut-être un des plus importants, c'est le niveau ou jusqu'à quel point l'idée du plan de gestion de crise ou, dans certains cas, le plan de continuité des opérations, jusqu'à quel point on en manque de ça. Regardez, c'est 70% des petits OBNL. Puis vous allez me dire, OK, c'est normal, c'est des petits OBNL qui n'ont pas les ressources, ou moins de ressources, j'en conviens. 30% des moyennes, 20% des grandes. Mon plan de gestion de crise, là, pas en train de dire, c'est une brique de 75 pages qu'on fait. C'est de nouveau, un petit peu comme tantôt avec la relève du ou de la DG, c'est d'avoir juste certaines lignes directrices de comment on va affronter cette crise-là. Puis je vais revenir tantôt un peu plus en détail. Puis comment on fait en sorte de pouvoir continuer d'opérer puis d'avoir du service. C'est une crise, la pandémie, c'en était une. Ça peut être perte d'électricité pendant plusieurs jours, une inondation. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher une continuité normale des opérations, puis d'autres crises aussi plus importantes qui peuvent survenir. Donc, la première étape pour un conseil d'administration, c'est de poser la question, a-t-on réfléchi à un plan de gestion de crise et de continuité des opérations pour justement avoir certaines balises sur lesquelles reposer si jamais, à un moment donné, il arrive de quoi, puis là, il faut faire vite. Et puis peut-être souligner, Jean-François, que tous les éléments qu'on vient de dire, là, on l'a illustré dans tes premières slides, là, mais je veux les remettre de l'avant. Les manques en gouvernance qu'on parle là, gestion des crises, processus de relève, etc., sont très reliés à l'organisation et non pas au développement de la mission. Donc, ça revient sur ta première slide entre gouverner l'organisation et se gouverner en tant qu'organisation. Fait il y a très souvent, on est très porté sur des discussions reliées à la mission, mais on passe peu de temps sur nos conseils d'administration, vraiment sur la fondation qui est l'organisation et la capacité que l'organisation va avoir après ça à soutenir sa mission et à être prête à encaisser. Fait qu'on a un niveau en gouvernance qu'il faut arriver sur des réflexions qui sont beaucoup plus associées à l'OBNL, à son fonctionnement, à sa solidité, avant même d'adresser tout ce voudrait adresser sur nouveaux services, nouvelles activités, nouveaux programmes, etc. là. Fait que c'est très souvent dans ce détail-là
qu'on voit la disparité du déséquilibre. Très bon point, Stéphane, puis on va en parler un petit peu tantôt. La zone étant de s'intéresser à ce fonctionnement-là de l'organisation sans tomber dans dans l'opération puis de se Oui, substituer à la exactement. direction. Donc là, il y a cette saine distance-là qui est à maintenir, qui est donc d'assurer une vigie. Donc dans l'exemple ici, c'est pas on va faire le plan de gestion de crise au conseil. C'est voir avec la direction, avez-vous un plan de gestion de crise? Après ça, regardons là, une première ébauche, ajoutons certaines idées, ajoutons un regard complémentaire, puis pouf, après ça, on a accompagné la direction. Voilà, la même chose avec la gestion des risques, là. Absolument, absolument. C'est tout à fait. C'est ce qu'on va voir maintenant parce que si on décortique une crise en, en trois étapes, hein, avant, pendant puis après, on va voir que la qualité de la gouvernance présentement au Québec varie aussi quand même de façon importante, et notamment dans l'avant-crise, où on est en bas de 50%, mettons, de qualité de la gouvernance. Et de toute évidence, vous vous doutez bien que si on peut éviter une crise en étant proactif, ben, on va sauver beaucoup. Donc, il y a certains avantages à avoir aussi une réflexion en amont, ce qu'on va faire maintenant. Donc, un petit mot sur ces trois étapes-là. Euh, donc, avant la crise, c'est sûr que celle-là est plus dure dans l'optique où c'est d'avoir une pensée vers le futur. Puis des fois, on est attiré ou absorbé par le présent, puis on n'a pas nécessairement le temps. Mais ça vaut quand même le temps, ça vaut quand même la peine de prendre le temps de prendre le temps. Euh, donc 49%, donc quelques symptômes là, que finalement la gouvernance avant la crise est peut-être pas au niveau optimal. Souvent, c'est pas toujours clair, justement, en amont. S'il y a une crise, qui va faire quoi, là? Partage flou des responsabilités, qu'est-ce qui sera la direction, qu'est-ce qui sera le conseil? Est-ce qu'on aura un comité de crise? Oui, combien de personnes? Donc, le fameux qui fait quoi? Ça va avec le plan justement de gestion de crise qu'on disait tout à l'heure. Souvent, on ne peut parler au conseil d'administration en amont, justement, de différents scénarios de risque, puis des plans de prévention de crise par rapport à ça, avant même que les événements surviennent. Ça vaut évidemment que la logique de risque de nouveau. Prenez l'exemple, là, ben, tu sais, ça a fait beaucoup les manchettes il y a quelques années, là, tu sais, Hockey Canada, avec les enjeux de harcèlement sexuel, mais c'est venu après ça dans d'autres instances sportives, puis globalement aussi. D'avoir cette sensibilité-là, par exemple, au conseil d'administration, que les enjeux de harcèlement, ça peut être entre joueurs, dans le contexte des initiations, ça peut être entre joueurs et entraîneurs, donc des logiques d'abus de pouvoir. Ça peut être entre joueurs et des gens de la communauté, on le voit avec Hockey Canada, des jeunes femmes malheureusement. Ou qu'est-ce qui arrive si c'est un de nos porte-paroles, un de nos commanditaires qui est pris dans un scandale d'harcèlement? Qu'est-ce qu'on va faire là, comme organisation? Et donc, d'être sensible à ces risques-là, d'en avoir parlé avant, c'est des discours de conseil d'administration. Puis voir, ben, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire si jamais ça venait à arriver. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait pas beaucoup en amont. Puis, pas beaucoup non plus d'exercices ou de simulations de crise dans lesquels, notamment, on va impliquer le conseil d'administration. Donc, ça, c'est des symptômes avant. Peut-être, Jean-François, Bien sûr. répondre, mais je veux faire un petit peu de millage sur ce que Marie-France vient de dire dans le chat. Si on n'a pas de plan de gestion de crise, plan de relève, c'est parce que la DG ne l'a pas fait. C'est moins vrai que c'était ça. On essaie d'aller vers une responsabilisation des conseils d'administration. Puis oui, souvent la partie rédactionnelle, ça finit par être l'équipe qui s'en occupe, mais ça peut être des parties externes ou ça peut être fait aussi, entre autres, dans le comité de gouvernance ou le comité de gestion des risques. Fait que c'est une responsabilité qui est partagée, mais la responsabilité avant tout qui appartient au CA, c'est de s'assurer que le principe existe. Ça fait partie de son rôle de supervision et de conformité aussi. Après ça, qui le rédige, ça restera, ça peut être plusieurs possibilités, mais avant tout, il faut s'assurer que le principe est considéré et qu'en tant que fiduciaire et mandataire, on ait pris en considération que ces crises-là vont arriver ou pas. Puis rappelez-vous, là, il y a 2 ans, 10 000 portes à Laval qui ont été inondées. Moi, le nombre d'organisations qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Stéphane, nos règlements généraux, c'était dans des classeurs dans le sous-sol, il n'y a plus rien. Ou dernièrement, j'ai une maison d'accueil de femmes violentées qui a passé au feu. Donc, du jour au lendemain, ils ont arrêté d'avoir leurs opérations. Fait que les crises, on pense souvent à quelque chose de gros, mais des fois, c'est relié à des risques qui vous pendent au bout du nez puis qui peuvent arriver.
Fait que c'est de là où le lien de supervision, à les avoir envisagés, c'est directement relié avec la responsabilité des administrateurs. Mais est-ce que nos administrateurs sont conscients des risques? C'est là où ça devient aussi une collaboration. C'est pas juste un geste de délégation envers la direction générale, c'est un geste de collaboration entre le CA et sa direction. Absolument. Très bien dit, Stéphane. Tout à fait. Durant la crise, maintenant, on pense au présent, le présent étant la crise, là, en ce moment. On est à 65 de score. Euh, les symptômes qui nous montrent que la gouvernance n'est peut-être pas encore au niveau que ça devrait être durant une crise. Ça va être ce que je vais appeler là, le phénomène du trop ou du trop peu. On va avoir trop ou trop peu de quoi? Notamment de communication. Trop ou trop peu. Soit que là, la direction va inonder le conseil d'administration d'infos sur ce qui se passe à un niveau qui n'ont pas besoin, ou trop peu. On est tellement pris que là, on oublie le conseil, puis là, le conseil, c'est plus rien. Quelque part entre les deux, probablement la meilleure posture. Trop ou trop peu de cordes. Euh, Trop de cordes qui est donné au niveau décisionnel. La direction peut aller, peut prendre n'importe quelle décision rapidement, peut même outrepasser certaines lignes de dérogation financière dans certains cas ou des balises qu'on s'est données sous prétexte qu'on est en crise. Là, c'est trop de cordes. Ou pas assez de cordes. Le conseil veut trop que la direction revienne pour faire valider à peu près tout, puis là, ben, ça les empêche de bien avancer. Pas mieux non plus. Trop ou trop peu de cordes. Ou trop peu d'accompagnement. Trop d'accompagnement, c'est le conseil qui se substitue à la direction, finit par gérer la crise là, comme telle, ce qui n'est pas son rôle. Trop peu, il est trop à l'extérieur, il n'est pas dans le game, il ne parle pas pantoute, il ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas là non plus. Ouais, tu dis conseil, hein, mais on va être honnête, là, dans bien des cas, là, ce que je vois, c'est des présidences qui ont cette surexposition-là dans certains cas. C'est pas, c'est même des fois pas le conseil au complet, là. C'est des fois des officiers qui prennent beaucoup de place ou pas assez. Tout à fait. Le trop peu, il est le conseil lui-même ou le présidente, absolument. Absolument. L'idée, hein, c'est que le conseil ou son présidente, c'est d'être capable d'être l'entité qui n'est pas dans la spirale qui tourne, là, qui est juste en haut, puis qui n'est pas dans l'œil de la tempête, puis qui va pouvoir avoir plus de discernement sur, OK, attends un peu, là. Qu'est-ce qui va arriver un peu plus sur les lendemains, là? Puis un peu plus sur, attends un peu, ouais, réfléchissons quand même, là. Se presser lentement. C'est ça que va faire le conseil. Il va être dans une logique de se presser, mais quand même lentement, juste s'assurer qu'on ne prend pas une grande dérape globalement comme organisation. Donc, c'est ça, cette idée d'être le gardien du discernement, puis qui est un peu plus à l'extérieur. Ça, c'est Peut-être, pendant la crise. ouais. Stéphane, tu Vas-y. voulais-tu ajouter? Ben, il y avait deux questions, puis là, on va pouvoir passer d'autres choses que la gestion de crise, Jean-François. Les rencontres formelles à l'extérieur, j'imagine MF, ça doit être Marie-France. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ça dépend comment on travaille, ça dépend de ce qu'on décide de mettre dans nos agendas et de comment on travaille ensemble en équipe, Marie-France. Ta question, elle peut être tout et donner un nombre d'heures évaluation, ce ne serait pas prendre en considération si vos pratiques de gouvernance sont à jour ou pas. Après ça, l'utilisation du huis clos, Carole, on peut en parler longtemps, mais la position de beaucoup de professionnels, c'est de l'intégrer à chaque. Puis il y a des données, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a des données spécifiques au huis clos dans l'étude sur est-ce qu'on a un huis clos avant, est-ce qu'on a un huis clos après. Puis la compréhension, je pense qu'avant tout, sur ta question, c'est comment bien l'appliquer, mais avant tout comprendre de quoi on discute dans le huis clos. Puis le sujet du DG, là, c'est pas le seul sujet qu'on va amener au huis clos non plus. Puis ça dépend de la composition de votre conseil d'administration. Avez-vous des observateurs? Avez-vous des administrateurs qui sont nommés, etc. Donc, s'il y a des enjeux de confidentialité ou des possibilités à ce niveau-là, le huis clos prend une autre signification aussi, là. Fait que pour ces deux questions-là, là, ça peut être des réponses. C'est dur d'avoir des réponses précises parce que ça dépend où vous êtes dans vos pratiques aussi. Un petit Euh, clin d'œil tantôt au huis clos, Stéphane, vers la fin, là, tu si on l'as, a le temps. t'es les données? OK, Ouais, un petit parfait. peu. OK, ben, continue. Rapidement, puis l'après-crise est important aussi, hein? Pensez au passé dans le sens de, on peut apprendre d'une crise, hein, et prendre le temps d'apprendre après coup. Donc, l'idée des post-mortem, c'est quelque chose de quand même important. Euh, le post-mortem, oui, mais de s'assurer aussi au lendemain de la crise, là, nos équipes, là, comment, tu sais, maintenant que la pression tombe, là, comment ils sont, le climat, est-ce qu'on va être
comment on va être correct pour continuer à avancer. C'est une préoccupation du conseil d'administration. Mais le post-mortem, hein, pour des prochaines crises, pour faire peut-être différemment s'il y a lieu. Mais la crise aussi va nous révéler un élément probablement problématique de l'organisation. Donc, on peut apprendre de la crise sur notre fonctionnement et donc de profiter de ça et de justement entre guillemets, la crise, elle servait à quelque chose aussi. Il nous reste 20 minutes, Ouais, Jean-François. les 20 dernières minutes, c'est quelques petits mystères de gouvernance pour le plaisir de réfléchir. Les affaires non classées ou les X-Files de la gouvernance. Là, je voulais avoir une petite musique, la fumée, tout ça, mais Stéphane a dit qu'il n'y avait pas de budget pour ça. Fait que je n'ai qu'une image et c'est tout ce qu'on m'a permis. Donc, quelques mystères. On va dire Ouais. le mystère VICA. VICA. En fait, souvent, on va entendre l'acronyme VICA pour dire que le monde est compliqué. Tu sais, c'est complexe, c'est ambigu, c'est plus comme avant, c'est plus compliqué, il y a plein de choses qui se transforment. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais en parallèle, euh, un conseil d'administration au Québec, un OBNL, en moyenne, il se rencontre à peu près 20 heures par année. À peu près 7 réunions de 3 heures off, une vingtaine d'heures. Puis, il y a même pas 3 comités qui vont permettre justement, normalement, d'approfondir des discussions. Fait que là, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il doit y avoir plus de réunions? Je veux dire, si c'est vrai que c'est si compliqué que ça. Puis si c'est vrai là, qu'il y a beaucoup de choses à jaser puis que c'est plus comme avant, ben peut-être. À toutes les années, hein, on a différents sujets vedettes, je vous le disais. Puis on a toujours le même constat, c'est que les conseils disent qu'ils ne passent pas assez de temps parce qu'il manque de temps. Donc on semble manquer de temps en réunion. Donc si on manque de temps, de toute évidence, puis qu'il n'y a pas de place dans l'ordre du jour, ça militerait peut-être en faveur de dire, ben peut-être qu'on devrait peut-être, oui, avoir plus de réunions, ou peut-être un comité de plus, peut-être. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'une réunion, plus ou deux dans l'année, c'est une pression sur la direction. Hein. La direction, il faut qu'elle les prépare, ces réunions-là. Faut être sûr que ça vaille la peine. Puis, c'est une pression sur les gens qui sont bénévoles la plupart du temps. Donc, on ne faut pas exprès pour les solliciter outre mesure. Mais en même temps, comme je disais tantôt, gardons en tête que la responsabilité juridique demeure la même. La responsabilité Ouais. de l'administrateur demeure la même. C'est que si le monde se complexifie, si c'est de plus en plus d'enjeux, de problématiques, d'éléments à tenir compte, peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on a assez de temps pour parler de ça ou est-ce qu'on pourra avoir un comité qui pourrait nous permettre de gagner du temps en comité, en réunion de conseil? Je reviens tantôt aussi sur cette idée-là de comité. Mais si on est pour avoir plus de réunions, s'il y a lieu, ben, s'assurons peut-être de maximiser comme il faut ce qu'on a déjà. Donc, avant de prendre de l'expansion, regardons donc si on ne pourrait pas agrandir de l'intérieur. Parce que Est-ce qu'on parle, tu sais, à se dire, est-ce qu'on pourrait en parler plus? La première question, c'est est-ce qu'on parle des bonnes choses? absolument, C'est souvent la question qu'il faut se absolument. poser. Tu sais, vous faites des rencontres parfaites. Des fois, là, j'en vois là, des petites organisations, trois quatre employés, un budget d'en bas d'un demi-million. Ils font 12 rencontres, une par mois, puis ils durent 3 4 heures, 5 heures chacune. Là. Puis après ça, tu mets à l'opposition une compagnie privée de 4 milliards de chiffre d'affaires, ils font 4 rencontres par année. C'est où on a un Ouais, questionnement à avoir là, sur les absolument. sujets. Ça nous ramène justement à ce qu'on fait pendant nos réunions. Regardez, la moitié des conseils d'administration sont soit en déséquilibre parce qu'ils passent trop de temps à faire de la supervision. C'est quand même quasiment un conseil sur trois qui est beaucoup trop dans la supervision, mais pas assez dans un rôle un peu plus conseil pour aider l'organisation à réfléchir, à avoir des angles morts, aller un peu plus loin. Si c'est pour superviser encore plus, puis être encore plus proche des opérations, ben, tu sais, ça ne vaut pas la peine à ce moment-là. C'est pour faire autre chose ou faire différemment. Regardez ici, dans équilibrer le court terme et le long terme. C'est 40% des conseils qui sont beaucoup trop orientés sur le court terme. Donc, ce qui se passe présentement, les opérations demain matin, c'est correct, il faut le faire. Mais normalement, un peu plus en équilibre avec aussi le long terme. L'année prochaine, dans 2, 3 ans, cette vision-là aussi un peu projetée vers l'avant, puis avoir ces conversations-là. C'est que si on est pour faire plus de réunions, c'est pas pour parler plus du court terme, c'est le lieu, ce sera pour faire autre chose. Ouais. Puis même chose dans comment on va se gouverner.
Tu sais, on parle, regardez en bas à gauche, le fameux principe en gouvernance, vous avez peut-être déjà entendu, le nose in, fingers out, tu sais, où le nez dans la cuisine, mais pas les mains dans la pâte. Autrement dit, le conseil se préoccupe de plein de choses, mais c'est la direction qui s'en occupe. Ben, c'est quand même, regardez, plus d'un conseil sur trois qui sont trop dans la cuisine, trop dans les opérations, trop proches, trop en substitution du travail de la direction. Puis il y en a un autre 20%, un sur cinq, qui est trop reculé, tellement loin que là, finalement, son utilité est discutable. Donc, il faut l'équilibrer, ça. Il faut être proche, mais assez loin en même temps. Tu sais? Donc, l'engagement et le recul. Donc, je suis dedans, je suis impliqué, je suis dans le game, je pose des questions, je réfléchis, je m'investis, mais en même temps, je respecte ma frontière, là. La mienne, je suis au conseil, l'autre base, c'est la direction. Mais tu sais, en même temps, là, inquiétez-vous pas, c'est normal, parce qu'on peut, posez-vous la question, quand les gens arrivent en poste, qui leur montre comment ça devrait fonctionner? Et très souvent, la réponse, c'est personne. Fait que donc, c'est une position qui est normale, c'est un réflexe qui est humain, puis on veut, tu sais, le bénévole moyen veut participer à la mission, veut faire progresser les choses. Fait que, on a un réflexe de vouloir rentrer dans l'action, mais en réalité, assumer la gouvernance, c'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Fait qu'il y a des postures qu'on doit changer à travers notre progression comme administrateur ou comme DG face à nos administrateurs aussi. Absolument. Absolument. On va demander aux administrateurs d'être capables d'équilibrer, hein, une posture de soutien, donc dans le support à la direction, les appuyer, les motiver, les mobiliser, absolument. Mais en n'oubliant pas aussi notre rôle, justement, fiduciaire, notre rôle où on est là pour assurer une certaine vigilance. Mhm. Regardez, c'est un conseil qui, sur deux, la moitié, qui est beaucoup trop dans le soutien, beaucoup plus, puis qui est pas assez vigilant. Puis l'idée, c'est parce que des fois, on ne veut pas déplaire au DG, où on s'entend bien, il fait un bon travail, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que notre rôle, c'est d'ouvrir, s'il y a lieu, les angles morts, s'assurer qu'on n'a rien oublié. Puis c'est pas pour critiquer, c'est juste pour bonifier collectivement. Parce que c'est ça, un conseil d'administration, hein? C'est une intelligence collective, c'est tout le monde ensemble. On va avoir une compréhension bien plus large d'un problème, puis bien plus d'idées pour y faire face. On se un peu dans cette posture-là. Soutien, vigilance. Bon, ça, c'en était un, Stéphane. On a un deuxième, un autre de ces mystères. Mystère de la productivité. Euh, on vit dans un contexte où, bon, les financements, les subventions, des fois les dons, donc tout ce qui est rentré de fonds devient de plus en plus difficile. Et il faut donc trouver une façon de faire plus avec moins. Ça, c'est justement la productivité. C'est un sujet qui va être d'importance modérée au conseil d'administration. 6,5 sur 10. Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant, c'est un sujet super important. 6,5. Tu sais, on lui donne de l'importance quand même. La moitié des conseils vont quand même l'intégrer dans les pratiques de gouvernance. Tu sais, il faut peut-être avoir quelques statistiques par rapport à l'efficience de notre productivité, peut-être de nos ressources ou des gens qui travaillent, ou ce genre d'idées-là. Mais c'est fondamental dans l'optique justement du financement public actuel d'être trouver des façons d'être sensible au fait de pouvoir faire différemment. Pas presser le citron pour presser le citron, mais travailler différemment pour être capable de maximiser les ressources qu'on a. Que ça prenne moins de temps de passer du point A au point B. Puis de façon paradoxale, quand on regarde globalement la productivité au Québec, au Canada, on est un des territoires sur lesquels il y a le moins de productivité. Donc, c'est pas, on dirait que c'est pas dans notre ADN. On en parle, mais peut-être pas de la bonne façon. Donc, il y a lieu de réfléchir à nos réflexes par rapport à justement cette productivité-là, Ben, il y même a- si c'est un OBNL, hein, c'est pas de nouveau dans l'optique pour pouvoir générer plus de bénéfices ou de surplus financier. On n'est pas là. C'est vraiment de dire, est-ce qu'on peut travailler différemment pour être capable d'atteindre notre mission davantage, pour avoir encore plus d'impact avec les ressources qu'on a, même si elles deviennent plus limitées. Mais il n'y a rien de direct avec quelques slides que tu as plus loin qui sont reliés à l'intégration de la technologie aussi, là. Les deux vont ensemble là, en termes Les deux de... vont ensemble, absolument, parce que les technologies, euh, troisième mystère, la technologie, en fait,
Technologie, c'est pas juste une menace, c'est aussi une opportunité de pouvoir faire les choses différemment, plus facilement. ChatGPT, on en parle beaucoup, ça peut donner un bon coup de main pour certaines choses. Cybersécurité, ça peut être un petit OBNL, mais si on a des numéros de carte de crédit de gens ou des informations nominatives, on est potentiellement quand même à risque potentiel de se faire cyberattaquer. Donc, c'est des enjeux super importants, notamment pour être plus productif, mais c'est pas une ressource on dirait qu'on la voit pas aussi importante que la ressource humaine, les gens, pas aussi importante que la ressource financière. Donc, souvent, on a un comité d'audit des fois, ou un comité ressources humaines dans certains cas, mais très peu vont aller vers les technologies. On n'aura pas le réflexe premier d'aller chercher une expertise au conseil d'administration par rapport aux technologies pour nous aider. Puis c'est pas tout le temps notre premier réflexe de planifier des investissements en TI en disant, ah, je vais investir plus proche de la mission. Oui et non. Oui, bien sûr, on peut pas être contre. Mais Mais c'est l'investissement en directement. technologie peut faire en sorte qu'on va faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus avec le même dollar, et donc beaucoup plus de services, et donc beaucoup plus d'impact ultimement. Tu sais, tantôt, tu parlais de vision long terme, mais là, c'est directement relié, là, parce que je pose souvent la question à des organisations, est-ce que vous avez un plan d'investissement sur 36 mois? Parce que les investissements technologiques sont rarement dans un budget de 12 mois, c'est rarement une dépense, là, c'est un investissement, là. Fait que, puis c'est directement relié aussi. On se dit souvent, ah, faudrait intégrer tel nouvel outil. La première réponse, c'est de dire, on n'a pas d'argent. Et au lieu de se dire, ben, on va accumuler de l'argent pour que dans 2 ans, on puisse changer notre base de données. Fait que le réflexe sur la vision long terme, elle a un lien sur la capacité qu'on a aussi de faire des investissements. Puis la discussion entre la dépense et l'investissement, c'est une discussion qui est aussi absente dans ces cadres-là, mais dans beaucoup d'autres cadres aussi. Puis c'est essentiel de pouvoir aller vers cette discussion-là. Si on a les. Puis quand vous faites une planification stratégique, là, la question parallèle, là, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que vous avez la machine structurellement pour vous permettre d'aller au bout de vos ambitions? Qu'est-ce qui vous manque aussi? Puis des fois, il faut rajouter des objectifs stratégiques pour compenser ce qui nous manque. Puis je reviens encore sur le terme de, il y a une différence entre l'organisation et la propulsion de la mission. Puis la technologie, c'est littéralement ça, là. Absolument. Absolument. Un petit mot sur la composition du conseil d'administration. Euh, on a toujours le défi, hein, quand vient le temps dans le meilleur des mondes, si on pouvait choisir notre conseil d'administration, parce que des fois, ça se fait de façon un peu plus spontanée et organique lors de l'EGA. Mais on a quand même cette réflexion-là de fond à savoir qui si je voudrais avoir au conseil d'administration, quelle sorte de profil j'aimerais avoir, puis aussi quelle taille de conseil. On ne va pas être 40 autour de la table, parce que ça va ralentir la décision, mais on ne veut pas être juste non plus deux, parce qu'on va manquer de diversité. Donc, en étant d'équilibrer ces deux morceaux-là, ben, grosso modo, c'est un conseil sur trois qui est plus d'un bord ou plus de l'autre. Qui a un conseil trop gros ou trop petit pour ce qu'il a besoin, ou qui manque du profil qu'il a besoin, ou qui a trop de profils pareils. Tu sais, donc, c'est tous ces enjeux-là. Donc, quelques petits mots là-dessus. Les OBNL au Québec, en moyenne, c'est des conseils d'à peu près 9 personnes. À peu près. Mais le 41, ça, c'est quand même, moi je l'ai retenu dans l'étude, là, il y a quand même un OBNL qui a un conseil d'administration de 41 personnes. Ouais, Ça, là, on en a 3 puis 41. Fait que, bon, c'est pas la majorité. C'est un gros conseil. non. C'est un gros conseil. En moyenne, c'est 9. Euh, En moyenne, hein, dans les enjeux de représentativité paritaire, les OBNL, on est 55% féminin. Donc, clairement, dans la zone paritaire 40-60, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs d'affaires, mais concentrons-nous sur notre réalité OBNL. Et c'est intéressant de voir aussi, dans le temps, évoluer aussi les compositions. Donc, les groupes historiquement marginalisés. Donc, les minorités visibles, minorités ethniques, genre des premiers peuples, etc. C'est 12% des conseils d'administration d'OBNL. On va arriver aussi les jeunes, ce qu'on appelle la logique des jeunes de 35 ans et moins. Les sociétés d'État doivent en avoir un obligatoirement, c'est la loi. Mais dans les OBNL en général, c'est aussi en émergence, 14%. Et on a l'enjeu des bénéficiaires directs, qui sont une portion importante des conseils d'administration, près de la moitié, vont être des bénéficiaires directs des services
de l'OBNL. Ça nous amènera s'il y a lieu, qu'à certaines réflexions au niveau de l'indépendance, de ces, dans une logique de composition de conseil d'administration. Il nous reste un petit 5 minutes, Parfait. Jean-François. On va aller ces comités. Ouais. Euh, Peut-être d'introduction, là, il y a quelqu'un qui a posé une question au comité puis au secrétariat général, mais on va enlever l'élément de secrétaire général parce que c'est très rare, là. Mais les comités, là, peut-être, si avant que tu commences à présenter les résultats, là, c'est souvent perçu pour beaucoup comme une perte de temps puis une place où il y a de l'inefficacité. Mais ce qui manque dans la plupart du temps, ce sont des procédures et ce qu'on va appeler les chartes de comité, donc des documents par écrit qui établissent le fonctionnement, leur rôle, les attentes et les livrables. Et quand on a ces chartes de comité-là, on vient beaucoup d'ajouter à la performance des comités. Premier élément. Le deuxième élément, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations, il y a des comités qui sont au CA, mais qui n'ont pas d'affaires au CA parce que c'est des fonctions opérationnelles aussi. Fait que là, on pourra en discuter plus longuement à d'autres moments, là. Mais gardez ça en tête. Est-ce que c'est un comité qu'on devrait avoir au CA et est-ce que notre comité est bien structuré pour donner les résultats qu'on attend aussi? En plus de la présence, là, parce que tu vas présenter les chiffres de présence, là, ab- d'existence. Absolument. En fait, un comité, hein, c'est quoi de dire, hein, c'est une sous-composante du conseil d'administration, une cheville opération, une cheville ouvrière pour être capable de se donner davantage de temps en plus petits groupes, de creuser des questions et de ramener ça au conseil d'administration pour justement prendre la décision ultimement. C'est la réponse à ta question, Marie-France, en même temps, là. Si tu as des administrateurs motivés, comme tu le dis dans ta remarque, là, il faut les catalyser dans les comités, leur permettre de répondre à des questions peut-être un peu plus en profondeur qui n'ont pas le temps dans une rencontre de 3 heures, là. Absolument. Puis pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, un comité, souvent, peut ne pas être structuré, puis c'est ce qui lui enlève un peu sa légitimité. Mais c'est un peu ça. Dans le fond, le comité, c'est un petit CA. Donc, techniquement, on devrait avoir quand même une continuité de nos approches au CA, au comité aussi. Et regardez, par exemple, des huis clos. Trois quarts des conseils d'administration vont faire un huis clos statutaire à la fin des réunions. Parfait. Mais c'est juste la moitié dans rendu au comité. Techniquement, il n'y a pas de raison. On est en comité, même logique, on fait notre huis clos à la fin, qui permet de revenir sur un peu le déploiement, le déroulement, sans refaire la réunion, bien sûr, c'est pas ça l'objectif, ni prendre les décisions importantes. On les fait en présence de tous les gens euh, nécessaires. Mais la période du huis clos, donc on en a au CA, mais on n'en a pas systématiquement au comité. Tantôt, Stéphane, tu as parlé un petit peu d'évaluation, l'évaluation du conseil d'administration. Ben, la moitié des OBNL vont évaluer leur conseil. Mais techniquement, un comité aussi pourrait être évalué de la même façon, dans la même logique, avec le même petit questionnaire. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais c'est moins de 20%. Donc, il y a une réflexion à avoir de peut-être juste, effectivement, comme tu disais, Stéphane, structurer juste un petit peu plus les comités pour aller chercher toute la pleine puissance de ces groupes-là. Et ce qui fait qu'on n'a peut-être pas besoin d'ajouter des réunions de conseil d'administration, mais d'avoir un petit groupe qui travaille sur des questions, qui se rencontre 3, 4 fois dans l'année, ou moins, plus dépendant, et il va nous permettre de ramener et d'accélérer le temps qu'on va avoir au conseil d'administration. À ce moment-là, on va pouvoir étendre aussi les sujets qu'on va parler. Donc, le comité, on a en moyenne moins de trois, hein. C'est-à-dire que souvent, c'est les comités réguliers qu'on va voir. Le comité plus finance, le comité audit, comité ressources humaines, nomination, ce genre-là, des fois un petit peu gouvernance. Mais ça sortira pas souvent. Des fois, ou des comités ad hoc. On a un gros projet, on fait un comité temporaire. Ou des fois, on envoie pour des logiques stratégiques, Et puis quand là, on fait notre plan stratégique. tu vas me permettre un peu d'éditorial, Jean-François. Il manque dans beaucoup d'organisations un comité de revenus. Un endroit où on va être capable de parler des initiatives de nouveaux revenus, d'être capable de valider des choses avec notre direction générale. On va parler de gestion de risque, de développement de marché, de développement d'activités. Toujours avec une perspective de gouvernance, là, mais d'être capable vraiment d'adresser et de faire une place à ce qui est supposé être une priorité, qui est celle de remplacer le financement public, là. Puis ça, il faut que ça s'intègre de plus en plus là-dedans. Il nous reste 2 minutes, mon Jean-François, pour peut-être conclure en tant que tel, là. Je te laisse le mot de la fin. Ben oui. Ben, en fait, l'idée générale, en fait, c'est la gouvernance, le conseil d'administration, c'est
faut juste bien le voir, hein. C'est pas une continuité directe de la direction, c'est une instance qui aide la direction, qui a un recul différent. Puis c'est un tandem, hein. Le conseil d'administration travaille en collaboration. Si on voulait l'illustrer, hein, le conseil d'administration, c'est le contour du casse-tête. Donc, les grandes orientations générales, la direction générale place les morceaux du casse-tête. Quand on comprend bien cette nuance-là de départ, on peut aller chercher la pleine valeur et la pleine utilité. Puis ce qu'on a parlé aujourd'hui, ben, c'est juste certaines pistes de réflexion pour aider les conseils d'administration à être encore plus efficaces dans leur rôle de support à la direction, tout en étant dans une logique aussi de supervision. Parce que c'est ça, on fait de la journée, hein. On supervise le travail de la direction et en même temps dans un rôle conseil pour aider et ouvrir les horizons, puis partager, être un espace de conversation, un espace de collaboration. C'est ça qu'on veut, hein? Un espace de collaboration, d'ouverture, où on peut travailler ensemble. C'est un peu ça, Stéphane, les grandes lignes. J'adore le casse-tête, Jean-François. Je sais qu'il y en a qui ont des 50 morceaux, puis il y en a qui ont des 3 000 morceaux. Fait que c'est une géo, mais j'aime l'idée de la flexibilité en fonction. Puis il y en a qui c'est des casse-têtes, là. Je ne sais pas si vous avez vu les casse-têtes qui sont tous transparents, là. Puis là, vous devez essayer de les monter. On est dans de la complexité. Des casse-têtes Merci. 3D aussi. Il y a des casse-têtes Oui, il y a les 3D, là, ça aussi. 3D, oui, effectivement. Merci Jean-François. Écoute, merci au collège de me donner la chance de participer à l'étude. Moi, je trouve que c'est important. Vous allez avoir les liens dont je vous ai parlé tantôt, entre autres pour le téléchargement. Vous allez avoir les autres documents aussi. La gouvernance, on est dans des organisations collectives, gardez-la en tête. Le collectif est important. Il vient avec des enjeux, mais il vient aussi avec des recettes de succès. Puis ça a beaucoup, ces recettes de succès-là, quand on les regarde, on les décortique un peu, c'est de la collaboration entre les deux entités, gouvernance et direction. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous revoir prochainement dans une autre de nos activités.